1 octobre 2018. À 94 ans, Charles Aznavour s'éteint dans sa maison du sud de la France. Aucun concert d'adieu, aucun au revoir officiel, seulement un silence lourd, rompu par une annonce qui, en quelques minutes, a figé des millions de visages. Quelques heures plus tôt, il parlait encore de ses projets, de ses prochaines chansons, comme si le temps s'étendait encore devant lui. Et puis, soudain, ce vide irréversible. La maison est entourée d'oliviers et baignée par la lumière tendre du matin. À l'intérieur, il n'y a ni mouvement, ni murmure. Les volets mi-clos filtrent des bandes de soleil qui viennent se poser sur les meubles, sur les souvenirs accrochés au mur. Ici, tout semble figé, comme si la vie elle-même retenait son souffle. Dans cette pièce, l'homme que l'on appelait le dernier des géants de la chanson française repose, absent, mais entouré de l'écho invisible de ses mélodies. Comment un artiste qui a traversé presque un siècle, qui a survécu à toutes les modes, à toutes les épreuves, a-t-il pu disparaître ainsi, sans un mot, sans un geste d'adieu? Que s'est-il réellement passé, dans ces dernières heures, derrière ces murs baignés de silence? Était-ce la fatigue, l'accumulation des années, ou bien le destin qui a choisi ce moment précis pour fermer le rideau? Son histoire, vous n'en connaissez qu'une partie. Derrière la figure publique, derrière la voix qui a bercé tant de générations, il y avait un homme avec ses ombres, ses failles, ses secrets. Aujourd'hui, nous allons franchir ce rideau, revenir sur les jours qui ont précédé son départ, et découvrir le vrai récit de ce dernier instant, un adieu discret, mais d'une intensité qui marque à jamais. Les derniers mois de Charles Aznavour sont une illustration parfaite de ce paradoxe qui fascine et inquiète à la fois, un corps marqué par le temps, mais un esprit qui refuse farouchement de se soumettre. À 94 ans, alors que d'autres se sont retirés depuis des décennies, il remplit encore les salles, traverse les continents et signe des projets comme s'il avait l'avenir devant lui. Aux yeux du public, il incarne une vitalité hors du commun. Mais derrière ce tableau éclatant, la réalité est plus complexe. Le printemps 2018 marque un premier signe d'alerte. En mai, une chute domestique provoque une fracture à l'épaule gauche. L'accident surprend ses proches autant que ses fans. Les médecins prescrivent un repos strict, mais Aznavour ne l'entend pas ainsi. Moins de 2 mois plus tard, il se remet déjà à travailler, déclarant avec ce sourire malicieux : « Si je m'arrête, je meurs. » Pour lui, la scène n'est pas un choix, mais une nécessité vitale. Pourtant, même l'énergie la plus tenace se heurte à la réalité du corps. Les trajets en avion deviennent plus fatigants, les temps de récupération plus longs. Mais ces détails, il les cache. Aux journalistes, il parle de ses projets, jamais de ses douleurs. Aux amis qui lui conseillent de ralentir, il répond par une boutade. Il préfère détourner les conversations vers ses engagements humanitaires, ses chansons en cours, ou encore la tournée prévue au Japon à l'automne. Ce décalage entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent est le cœur de sa dernière contradiction. L'homme qui chantait hier encore sait que ses lendemains se comptent désormais sur les doigts d'une main, mais il choisit de les remplir jusqu'à la dernière seconde. Il ne veut pas que l'on se souvienne de lui affaibli. Chaque apparition publique devient un acte de résistance, chaque chanson un refus de disparaître. Ses proches, eux, commencent à percevoir un changement subtil. Une fatigue dans le regard, une respiration plus lente après les concerts, des silences plus fréquents lorsqu'il est seul. Ce ne sont pas des signes qu'il admettrait, mais ils sont là, visibles pour ceux qui l'aiment. C'est cette tension invisible entre la force affichée et la fragilité dissimulée qui va façonner les derniers jours de Charles Aznavour et donner à son départ une résonance particulière. Charles Aznavour naît le 22 mai 1924 à Paris, sous le nom de Chanour Varinag Aznavourian. Ses parents, Misha et Knar, ont fui les persécutions ottomanes en Arménie pour trouver refuge en France. Ils arrivent à Paris avec peu de moyens, mais avec une richesse culturelle immense. Son père, ancien baryton, ouvre un petit restaurant où se croisent artistes, musiciens et exilés, tandis que sa mère, comédienne, garde vivante la tradition orale arménienne, nourrissant Charles d'histoire et de chants. L'enfance d'Aznavour se déroule dans le quartier populaire de Montmartre, alors bouillonnant de vie artistique. La guerre, les privations, la précarité n'empêchent pas le jeune garçon de rêver. Dès l'âge de 9 ans, il monte sur scène, souvent dans de petits spectacles scolaires ou de quartier, et découvre que chanter et jouer est plus qu'un jeu, c'est une vocation. Les années 30 et 40 ne sont pas tendres avec lui.
Trop petit, pas assez photogénique. Selon certains producteurs, avec une voix voilée qui déroute, il essuie refus sur refus. Mais il persévère. Il chante dans les cabarets, écrit pour d'autres, apprend à observer le public pour comprendre ce qui touche ou non. C'est à cette époque qu'il rencontre Pierre Roche, avec qui il forme un duo qui lui ouvre enfin quelques portes. Le tournant décisif survient lorsqu'Édith Piaf, en 1946, l'entend chanter. Elle voit au-delà des apparences et reconnaît un talent brut. Elle l'embarque en tournée, l'encourage à écrire et lui apprend l'art de raconter une histoire en chanson. Aznavour, élève attentif, assimile tout. La diction, la respiration, la précision du geste. Piaf devient pour lui à la fois un mentor et une protectrice. Dans les années 50 et 60, il s'impose comme auteur-compositeur-interprète. Ses textes parlent de l'amour, du temps qui passe, des regrets et des joies simples. Des chansons comme La Bohème, Hier encore, Emmenez-moi ou La Mama deviennent des classiques. Il ose aussi aborder des thèmes tabous pour l'époque, comme la marginalité ou la vieillesse, avec une délicatesse qui séduit le public. Sa carrière ne connaît pas de frontières. Il chante en 9 langues, se produit sur les scènes les plus prestigieuses, Carnegie Hall, l'Opéra de Sydney, le Royal Albert Hall. Il vend plus de 180 millions de disques et collabore avec des légendes comme Sinatra, Elton John, Liza Minnelli. Mais malgré cette gloire internationale, il garde une discipline de travail presque ascétique. Pour lui, chaque chanson est une construction minutieuse, chaque mot compte. Aznavour reste aussi profondément attaché à ses racines arméniennes. Après le tremblement de terre dévastateur en Arménie en 1988, il crée l'association Aznavour pour l'Arménie et devient un porte-voix infatigable de son peuple. Cet engagement humanitaire s'ajoute à sa stature d'artiste, le transformant en figure morale autant qu'en icône musicale. Pourtant, derrière le personnage public se cache un homme discret, parfois même secret. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un mélange rare de chaleur et de pudeur, d'un humour fin, mais aussi d'une grande exigence envers lui-même et les autres. Un perfectionniste qui, jusqu'à ses derniers jours, cherchait la note juste, la nuance parfaite. Cette longue trajectoire, de l'enfant réfugié au géant de la chanson, est un récit de persévérance et de passion. Et c'est cette énergie, forgée par les épreuves et nourrie par l'amour du public, qui l'accompagnera jusqu'aux derniers instants, même lorsque le corps commencera à trahir la volonté. Fin septembre 2018, Charles Aznavour revient à Mauriès, ce village provençal qu'il chérit depuis des années. La route qui y mène serpente entre les collines tapissées d'oliviers, et à chaque virage, un parfum de thym et de lavande flotte dans l'air. Pour ceux qui le connaissent bien, ce retour en Provence est un rituel. C'est ici qu'il recharge ses forces, qu'il retrouve une forme d'anonymat et de paix. Mais cette fois, quelque chose est différent. Sur la table de son bureau, à peine arrivé, s'empilent des partitions annotées, des carnets ouverts, des idées griffonnées à la hâte. L'un porte un titre entouré 3 fois, comme pour se rappeler son importance. À côté, une valise repose à moitié ouverte, contenant des costumes de scène et une écharpe en soie qu'il affectionne. Le billet d'avion pour Tokyo, soigneusement glissé dans une pochette, rappelle que, dans quelques semaines, il devait chanter au Japon. Les journées s'organisent autour de 2 activités principales, l'écriture et la préparation physique. Malgré son épaule encore sensible depuis la chute du printemps, il reprend sa guitare, joue quelques accords, puis se met au piano. Parfois, il s'assoit sur la terrasse, ferme les yeux et fredonne comme pour tester la résistance de sa voix. « Elle est encore là », confie-t-il à un proche, avec un demi-sourire. Ses amis passent lui rendre visite. Ils le trouvent enjoué, bavard, mais toujours dans l'urgence. Lors d'un dîner animé, il raconte une anecdote sur Sinatra, puis une autre sur une tournée à New York dans les années 60. Les rires fusent, mais il y a aussi des silences courts, presque imperceptibles, comme si ses pensées s'éloignaient quelques instants. Quand on lui demande s'il songe à ralentir, il rétorque « Ralentir, c'est mourir avant l'heure ». Le matin, il aime marcher dans le village. Les commerçants le saluent, certains avec une admiration timide, d'autres comme un voisin ordinaire. Il s'arrête à la boulangerie, achète un croissant, échange quelques mots sur la météo. À ceux qui lui demandent des nouvelles de sa santé, il répond toujours « tout va bien ». Pourtant, ceux qui l'observent attentivement voient ses pas parfois plus lents, ses épaules légèrement affaissées. Un soir,
Il reste longtemps dans son salon à feuilleter de vieux albums photos. Les images couvrent toute sa vie. Un enfant jouant du violon, un jeune homme en costume sombre sur une petite scène, un chanteur devant des foules immenses, un père tenant ses enfants par la main. Il s'attarde sur certaines, caresse du bout des doigts une photo en noir et blanc où il chante, les yeux fermés, comme en transe. Puis, lentement, il referme les albums, les range à leur place habituelle. La veille de sa mort, il passe un appel à un collaborateur pour parler d'un arrangement musical qu'il souhaite retravailler. Sa voix est claire, précise, habitée par le projet. « On fera ça dès que je reviens du Japon », dit-il. Rien, dans son ton ou dans ses mots, ne laisse présager que ce sera leur dernière conversation. La nuit tombe sur Mauriès. Le vent léger transporte l'odeur des pins et des herbes sauvages. Dans la maison, tout est calme. Charles Aznavour monte se coucher, comme tant d'autres soirs auparavant. Mais cette fois, sans que personne ne le sache, c'est la dernière fois qu'il franchit le seuil de sa chambre. Le destin, silencieux, s'apprête à écrire la dernière mesure de cette longue symphonie. 1 octobre 2018. La Provence se réveille dans une lumière douce. Les premiers rayons du soleil glissent entre les volets entr'ouverts, dessinant sur les murs des lignes dorées qui avancent lentement. L'air du matin est frais, parfumé par les oliviers et les herbes sauvages qui entourent la maison. On entend au loin le chant d'un coq, quelques aboiements, puis à nouveau ce silence si particulier aux campagnes endormies. À l'intérieur, la maison est immobile. Dans sa chambre, Charles Aznavour dort, allongé sur le côté. Ses traits sont détendus, son souffle régulier. Il pourrait se réveiller d'une minute à l'autre, se lever, préparer un café noir bien serré et s'installer sur la terrasse pour écrire quelques lignes de chansons, comme il l'a fait tant de fois. Mais ce matin-là, son sommeil est d'une profondeur inhabituelle, comme s'il s'était laissé emporter dans un voyage dont on ne revient pas. L'instant exact où tout s'arrête n'appartient qu'au silence. Pas de sursaut, pas de geste brusque, juste un souffle qui s'éteint doucement, imperceptible, comme une bougie dont la flamme se replie avant de disparaître. Dans cette pièce baignée de lumière, l'homme qui a prêté sa voix à tant de vie et d'histoire vient de quitter la sienne. Vers 8 heures, un membre de sa famille frappe à la porte. Pas de réponse. On entre doucement, pour ne pas le réveiller trop brusquement. On l'appelle par son prénom, on lui touche l'épaule. Mais son corps est déjà figé dans une paix étrange. La respiration qu'on attend ne vient pas. Alors, on comprend. Les minutes qui suivent sont irréelles. Les gestes se font mécaniques. Appeler les secours, prévenir un proche, tenter de dire les mots justes pour décrire l'indescriptible. Dans la maison, chaque bruit semble déplacé, chaque pas résonne trop fort. Dehors, le soleil continue sa lente ascension, ignorant qu'il éclaire une scène d'adieu. La nouvelle, d'abord contenue dans ce cercle intime, franchit rapidement les murs. Les téléphones vibrent, les messages se multiplient. En quelques heures, les rédactions de Paris, d'Erevan, de Montréal sont en alerte. Les stations de radio interrompent leur programme. La bohème remplace les chroniques du matin, Emmenez-moi s'élève dans les cafés, dans les voitures, dans les cuisines encore parfumées du petit déjeuner. À Erevan, capitale arménienne, des dizaines de personnes se rassemblent spontanément sur la place de la République. Certains tiennent des portraits, d'autres des drapeaux. À Paris, devant l'Olympia, des anonymes déposent des fleurs et de petits mots griffonnés à la hâte. Dans chaque geste, il y a ce mélange de tristesse et de gratitude qu'inspire la disparition d'un artiste qui a accompagné la vie de tant de gens. Ce matin-là, un fil invisible relie les villes et les cœurs. Les souvenirs affluent, chacun se rappelant un concert, une chanson, un moment précis où la voix d'Aznavour a été une présence réconfortante. Et au milieu de ce chagrin partagé, une certitude se dessine. Si la scène a perdu son interprète, ses chansons, elles, ne se tairont jamais. Le départ de Charles Aznavour, ce matin d'octobre 2018, n'a pas seulement marqué la fin d'une vie. Il a refermé un chapitre entier de la chanson française, un chapitre écrit à l'encre de la persévérance, de l'émotion et d'une fidélité sans faille au public. Pendant plus de 70 ans, il a chanté l'amour, la perte, le temps qui passe et ces vérités universelles que chacun porte en soi. Plus de 200 chansons, interprétées en 9 langues, traduites aux 4 coins du monde. Plus de 180 millions de disques vendus. Mais au-delà des chiffres, l'essentiel est ailleurs, dans ces instants où ses mots et sa voix se sont immiscés dans la vie de millions de personnes. La bohème, hier encore,
Emmenez-moi, La Mama. Ces mélodies continuent de résonner comme des souvenirs partagés, des échos intimes qui ne s'effacent pas. Aznavour, c'était aussi un homme d'engagement. Porte-drapeau infatigable de la culture arménienne, il a mis son influence au service de son peuple, notamment après le tremblement de terre de 1988. Son rôle d'ambassadeur à l'ONU et ses nombreuses actions humanitaires témoignent d'une générosité qui dépassait le cadre de la scène. Pour ses pairs, il restera un modèle de travail et de ténacité. Un perfectionniste qui savait écouter, conseiller, mais aussi exiger le meilleur. Pour le public, il est et restera une voix familière, une présence rassurante, parfois mélancolique, toujours sincère. Et aujourd'hui encore, lorsqu'une de ses chansons s'élève, on a l'impression qu'il n'est jamais parti. Être-ce là le véritable triomphe de Charles Aznavour, avoir trouvé le secret de l'éternité. Le matin où il a quitté la scène, il ne nous a pas quittés. Il a simplement changé d'adresse pour continuer à chanter ailleurs, dans la mémoire et le cœur de ceux qui l'aiment toujours.